Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de Tels sont les faits saillants. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a célébré ce matin la journée nationale et africaine de la jeunesse. Et en ce qui concerne l'actualité internationale, crash d'avion en Indonésie, l'une des boîtes noires a été récupérée. Bonsoir à tous. Sous l'égide du président de la République Ismaël Omar Guelleh, de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, monsieur, donc en étroite collaboration avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, ont organisé ce matin la journée nationale et africaine de la jeunesse. Gayga hadlo wuxuu goohi ku yiri dadyo waxaan go'aanayo kubayo goor walibo kagam iwaya jire dhammaantii garwaaqsado u fiirsada garan. Eh bien, cette journée a été placée sous le thème environnement et patriotisme. Cette cérémonie a été riche en couleurs et en émotions, a été ponctuée de chants, de danses, de projections, de documentaires instructifs, ainsi que de sketchs subtils. L'assistance a suivi attentivement le déroulé de cette journée et les diverses interventions, dont celle du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que du président de la République. Eh bien, le spectacle a été à la hauteur de l'événement et les mots prononcés furent justes et forts, bien organisés, sans temps mort ou la moindre improvisation. Le programme a tenu en haleine l'assistance, il a enregistré un fort succès. Bien, au cours de cette manifestation, des questions sur l'avenir ont été soulevées et des réponses adéquates apportées. midkatiisii nagabay galaftay intii kalo halkuu goobaabila maxaa ka galay ku yidhi gaf weeyaan middaa garashada ka dhiman. waxaa gees kale ka daran midkatiisii nagabay galaftay intii kalo halkuu goobaabila. Bien, durant les échanges, la parole a été essentiellement donnée aux moins de 25 ans, une façon d'exprimer leur appréhension sur l'avenir et leurs légitimes aspirations. Cet événement a rassemblé les membres du gouvernement, des parlementaires, des corps diplomatiques, des officiels civils et militaires, des acteurs de la société civile et un très grand nombre de jeunes. dalkani noo wada gudboonee waxaa guusho horkaca gurboodkiyo dhalinyariyo in dheergaradkiisa weeyaan. heliyalo heliyalo wagow heliyalo 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 wagow heliyalo heliyalo dhulkoogu wuxuu galay kuwii gudi lahaa abalka gadaal dambe jilka kicii usii gogol xaadhilaa hadduu garadkoogu kori haddaa la
Eh bien, à son arrivée, le chef de l'État a pu, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, voir les différents stands érigés en cette occasion. dhulkiyogayga hadlo wuxuu goohi ku yiri dadyo waxaan go'aanayo waayo goor walibo kagam iwaya jire. Eh bien, cette journée nationale et africaine de la jeunesse a été bien sûr sur l'image de Djibouti, un pays multiculturel avec une jeunesse enraidie et enthousiaste et décidée à avancer, a indiqué le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Nous sommes réunis ce matin dans cette belle salle du Palais du Peuple pour célébrer ensemble la journée nationale et africaine de la jeunesse sous le thème « L'environnement et le patriotisme ». Ce thème nous interpelle tous, puisqu'il concerne tous les hommes avec un grand H. Sachez-le, nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir de notre planète. Malgré les sonnettes d'alarme tirées un peu partout dans le monde depuis lors, et malgré les résolutions prises jusqu'au plus haut niveau, les actions de l'homme continuent comme une réaction en chaîne de nuire à la terre. L'heure est donc grave et nous sommes devenus par la force des choses des bourreaux. La terre agonise à cause de notre comportement. Il a fallu 7 jours pour Allah, le très miséricordieux, et l'omission afin de créer la terre. 7 jours apparaissent pourtant lents, quand nous savons que Allah, le très miséricordieux, peut créer quelque chose en un claquement de doigts. Ne dit-il pas dans les 5 courants qui n'a qu'à dire kun fayakun, soit et elle fut. Pour un avenir meilleur, il est temps de cesser de dégrader l'environnement, de dilapider les ressources naturelles, agricoles, marines, énergétiques, d'investir plutôt dans le recyclage des déchets. Et intervenant au cours de cette cérémonie, le chef de l'État n'a pas manqué de féliciter le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour l'organisation annuelle d'un tel événement dédié à la jeunesse et à son maintien. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. 2 thèmes qui ont à mes yeux une importance capitale, car le premier renvoie à la nécessité d'un développement durable, tandis que le second nous rappelle notre devoir de citoyens engagés dans la défense de notre pays. On ne cesse de la répéter, la jeunesse est l'avenir de notre nation. Son sort est donc intimement lié à la préservation de notre environnement afin de ne pas compromettre le futur de la jeunesse djiboutienne, préserver les ressources en eau, les ressources halieutiques ainsi que les ressources minières
de toute dégradation, c'est permettre à la jeunesse de disposer des opportunités d'emploi et de revenus dans les années à venir. C'est aussi et avant tout laisser aux générations futures une planète vivable, préserver des aléas du climat et des dangers environnementaux. Le thème de l'environnement est donc lié à celui du patriotisme, car lutter contre le déboisement, gérer les déchets, éviter le gaspillage de l'eau et de l'énergie, combattre la pollution marine sont autant d'actions qui nécessitent un niveau élevé de patriotisme et de soucis d'avenir. Notre jeunesse doit donc être sensibilisée à l'importance de la protection de la biodiversité qui fournit à la population de l'eau, de la nourriture, du bois, pour l'énergie et des médicaments. La biodiversité contribue également au développement économique de notre pays, puisque le développement du tourisme et de la pêche est basé sur les écosystèmes terrestres et marins, qu'il est indispensable de préserver si l'on veut atteindre un développement durable. Notre pays possède une richesse biodiversité tant dans les milieux terrestres que marins. Djibouti abrite ainsi des espèces végétales et animales emblématiques, telles que le francolin, la gazelle beira, le palmier de Bankwale, les palmiers d'Oum, le requin-baleine, le dugong, etc. Je peux aussi citer des écosystèmes magnifiques, notamment la forêt du Bouy de Daï, la forêt d'acacia de Magdoul, la forêt de mangrove de Godoria, les îles Sept Frères et les îles Moucha et Mascali. Malheureusement, cette riche biodiversité qui attire les touristes est menacée par des actions humaines, comme le déboisement, le surpâturage et la pêche illicite. Cependant, la plus grande menace pour notre environnement vient du changement climatique. Notre pays, qui a déjà un climat aride et chaud, subit de plein fouet le réchauffement global. Ainsi, Djibouti est déjà confronté au manque d'eau, à la faiblesse de la productivité dans l'agriculture, aux inondations dévastatrices, aux sécheresses récurrentes et à l'augmentation du niveau de la mer. Par ailleurs, nos espèces végétales et nos rares forêts risquent de disparaître progressivement sous l'effet conjugué de la raréfaction des pluies et de l'augmentation de la température. De plus, les inondations menacent nos villes côtières et nos infrastructures routières et ferroviaires, au point que nous avons été contraints de construire des digues dans les oueds Ambouli à Djibouti et Marsaki à Tadjoura. Nos jeunes doivent donc s'impliquer davantage dans les actions d'adaptation au changement climatique en menant notamment des actions de reboisement et d'aménagement des retenues d'eau. La gestion des déchets constitue un autre défi auquel sont confrontées nos villes. Les jeunes doivent apprendre les bons gestes en matière de gestion des déchets. Éviter de jeter des ordures sur le sol ou dans la mer est un acte de civisme et de patriotisme qui doit devenir naturel pour nos jeunes. Et il y a lieu de combattre particulièrement les sacs plastiques qui envahissent nos arbres, nos rues et notre milieu marin. Certaines associations des jeunes ont déjà réalisé des actions novatrices de recyclage des déchets plastiques ou des pneus. Les jeunes se mobilisent également dans tous les quartiers pour réaliser des actions de nettoyage. Ces actions témoignent de l'engagement des jeunes en faveur de la protection de l'environnement. Je les exhorte donc à poursuivre dans cette voie et à amplifier leurs actions qui vont contribuer au développement durable. Je vous remercie de votre attention.
Et s'exprimant en Somalie, le chef de l'État s'est dit très impressionné par les interprétations des jeunes ayant trait à l'éveil des consciences, surtout en ce qui concerne la salubrité publique. Le chef de l'État a mis en garde contre la dégradation de l'environnement et les méfaits du changement climatique. Il a appelé l'ensemble des citoyens à se soucier en permanence de la propreté des avenues, des rues, des villes ainsi que les places publiques. Il a également rappelé les dangers de l'amoncellement des ordures et de ses effets négatifs sur la santé et sur la renommée du pays et de ses citoyens. Et le président de la République a rappelé dans son intervention que Djibouti a pris l'indépendance il y a 17 ans après les autres pays africains, c'est-à-dire en 1977 à cause du tribalisme. Il a appelé, je le cite, « J'appelle tous les citoyens de préserver l'unité nationale, de lutter contre tout ce fléau qui est le tribalisme à Djibouti. Et pour combattre le tribalisme, il faut une mobilisation de tous les citoyens », a-t-il conclu son intervention. Et comme l'année précédente, des médailles ont été remises au cours de cette cérémonie à diverses personnalités qui ont agi ou agissent en faveur des jeunes sur le plan culturel, sportif, éducatif, musical ou autre. Diverses médailles ont ainsi été attribuées et offertes des mains du chef de l'État à ces personnes. Et les organisateurs de cet événement ont également remis au chef de l'État des cadeaux symboliques au cours de cette cérémonie. Et suivant à présent ces quelques réactions des participants à cette cérémonie. De l'obtention de cette décoration, qui est une marque d'appréciation des efforts, de nos efforts, c'est-à-dire des efforts des acteurs de la société civile. Cette distinction reflète également l'intérêt et l'importance qu'accorde le gouvernement et le pouvoir public aux questions de l'environnement, de la jeunesse et du développement. Cette distinction me conforte dans la voie que j'ai toujours suivie et elle m'incite à poursuivre dans cette même voie pour le chemin qui reste à parcourir. Je remercie le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour m'avoir proposé pour cette distinction. Je remercie également le président de la République pour m'avoir décerné cette médaille. Et j'ai naturellement vais dédier cette distinction à mes collaborateurs dans l'organisation EVA, dont je suis le président, à ses membres actifs, à ses membres sympathisants, aux personnes ressources et à toutes les communautés de base avec lesquelles nous travaillons. J'ai obtenu ce matin le grand prix du chef de l'État, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Je le remercie parce que là, je pense que le projet va avancer.
mes produits ne seront plus des prototypes, ils seront des produits, vraiment que des personnes intéressées pourront acheter. Essayer de perfectionner aussi mon atelier et embaucher des personnes qualifiées pour qu'ils puissent m'aider et aider aussi mon chef de projet. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une délégation saoudienne de haut niveau conduite par le conseiller du Palais Royal qui est aussi le superviseur général du centre du roi Salman Ben Abdelaziz. Et ce pour l'aide humanitaire et le secours, monsieur Abdallah Ben Abdelaziz. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de développer et de renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines. Dr Abdallah Rabia a saisi cette occasion pour informer le président de la République des diverses tâches et des activités menées par le centre depuis sa création en 2015. Il convient ainsi de noter que Dr Rabia a rencontré hier le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Il a également participé à un séminaire sur l'action humanitaire saoudienne, en particulier au Yémen, qui souffre de la guerre depuis fin mars 2018. Et le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, qui a assisté à cette entrevue, nous a également fait part de ses impressions. Il est venu pour, dans un premier temps, l'inauguration des maisons qui ont été construites par le centre Salman à Obok. Il s'agit de 300 maisons climatisées. Les toilettes sont à l'intérieur. Moi et lui, on est partis ensemble au Obok, on revient maintenant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, lorsqu'on a leur donné, lorsqu'il a remis les clés aux personnes concernées, aux réfugiés, je vous assure qu'ils ont, certains ont pleuré et d'autres ont rigolé, ils étaient tellement contents. Vous savez, chez nous il fait chaud. Aujourd'hui, ce soir, 300 familles réfugiées de nos frères yéménites vont passer la nuit dans des chambres climatisées. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le roi de l'Arabie Saoudite et remercier également le docteur Rabia, qui est un ami, pour ses gestes nobles. Les réfugiés yéménites, c'est le gouvernement djiboutien qui les a invités. Ils sont en train de nous aider et je les remercie encore une fois. Mais également, ils ont fait un programme pour donner pour ces réfugiés, durant une année, chaque mois des vivres, mais également pour la population de la région Obok, durant toute l'année. Nous avons rencontré actuellement le président de la République. Il y a eu des discussions très importantes concernant la coopération entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est vrai que nous avons, l'Arabie Saoudite est le premier pays qui, dans des moments difficiles, n'est-ce pas, sont à côté et aident et portent assistance au gouvernement de la République de Djibouti et à son peuple. Cela étant, le président a remercié l'Arabie Saoudite pour les gestes qu'ils ont faits pour la population yéménite, les réfugiés, mais également tous les aides qu'ils, n'est-ce pas, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, portent au gouvernement djiboutien et à travers le gouvernement au peuple djiboutien. Nous restons amis, nous étions amis, nous restons amis et nous continuons d'être amis. Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a tenu une réunion. Donc cette cérémonie de remise d'ordinateurs portables aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Eh bien, cette cérémonie s'est déroulée au lycée industriel et commercial Le LIC en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Abdelkader Hamed, l'inspecteur général de l'ETF
paix, Mahdi Omar, ainsi que de nombreux inspecteurs et conseillers pédagogiques. Dans son intervention, le ministre a indiqué que ce don de matériel informatique s'inscrit dans le cadre du renforcement et de l'amélioration des missions confiées au personnel d'encadrement pédagogique. Et à cette occasion, le ministre de l'Éducation a rappelé que la transformation de l'école djiboutienne requiert l'engagement effectif de l'ensemble des encadreurs pédagogiques. Nous l'écoutons. Professionnelle qui est vraiment pour nous en matière de formation professionnelle vraiment un grand soulagement, un grand appui, puisque vous savez qu'aujourd'hui les ateliers, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit au niveau de la formation, les choses ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui nous avons vraiment un autre visage de la formation professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté, il y a beaucoup d'argent bien sûr par le gouvernement qui est mobilisé. Donc nous cherchons bien sûr à avoir des enseignants professionnels. Donc professionnaliser nos enseignants, c'est pour ça que parfois, depuis 2 ans maintenant, je crois, depuis 3 ans, nous envoyons nos enseignants en milieu professionnel pendant 1 mois, d'une filière à une autre. Quand il arrive à ce que, bien sûr, ces enseignants ou ces conseillers pédagogiques, on les envoie également à l'étranger, nous le faisons, et tout ça, c'est pour vraiment pouvoir avoir un enseignant professionnel. Parce qu'un enseignant professionnel apporte toujours un plus que, bien sûr, un enseignant qui a plus la partie théorique. Depuis l'année dernière aussi, nous essayons de trouver une solution qui est bien sûr les jeunes formés de la formation professionnelle, pour que, comme ça a été autrefois, parce que les enseignants du LEP ou les anciens du LIG, c'était des gens de la ce n'est pas de la 6e année, sinon de la 7e année ou de la classe de seconde, étaient de filières de formation professionnelle. Vraiment pour remettre les choses comme c'était autrefois. C'est pour ça que la discussion que nous avons avec le gouvernement et notre pays ami, le Maroc, beaucoup de jeunes qui sortent donc de Bac Pro, nous les envoyons bien sûr au Maroc pour qu'ils puissent avoir ce cursus professionnel universitaire. Donc ils auront un BTS et un BTS+, puisqu'on sait qu'ils auront 2 mois et 6 mois. Et avec ce mécanisme, nous comptons bien sûr non seulement trouver les formateurs pour certaines filières où nous n'avons pas de formateurs, mais également renouveler ce corps d'enseignants, que ce soit des enseignants bien sûr, sur une période, vous verrez, cette année on a envoyé 30, l'année dernière déjà 50, donc peut-être dans 2, 3, 4 ans, nous aurons vraiment une 50aine. Nous allons à présent parler de décentralisation. Après la commune de Belbela, le cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation a eu hier mercredi une réunion de travail avec les responsables de la commune de Blaos. Celle-ci a porté sur le suivi du fonctionnement des activités de cette entité décentralisée. L'initiative vient du ministère délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et ce, conformément à la mission qui lui est dévolue. Une convention de coopération sur la sûreté de l'aviation civile entre la direction de l'aviation civile et l'ambassade de France a été signée ce matin. Eh bien, le document a été paraphé par le directeur général de l'aviation civile, M. Almis Mahmoud Haid, et l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guillou. La sûreté de l'aviation civile préoccupe la communauté aéronautique internationale. Elle prise donc très au sérieux pour éviter le drame et tout acte de malveillance. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autres responsables de l'autorité de l'aviation civile. Toute la reconnaissance qui est la nôtre pour la confiance que vous nous accordez. La République française, l'ambassade de France est très engagée pour soutenir le renforcement, la sûreté de la plateforme aéroportuaire que représente Djibouti. C'est un enjeu très important pour la France, mais c'est également un enjeu très important pour le développement du pays, bien entendu. Développement, mais également sûreté et sécurité. Et donc, nous avons souhaité vous accompagner dans la mise en œuvre de cette convention qui a 2 volets. L'un volet concerne le renforcement de la réglementation et le deuxième volet concerne la formation des personnels spécialisés dont les agents de la gendarmerie des transports aériens. Et donc nous sommes très contents de pouvoir continuer à renforcer la coopération et l'amitié qui lie la France et Djibouti.
Écoutons le mot prononcé à cette occasion par le directeur général de l'aviation civile, M. Almis Mahmoud. C'est un grand plaisir pour moi de procéder aujourd'hui en votre compagnie à la signature de l'accord intitulé Projet de coopération sûreté de l'aviation civile entre la République française et la République de Djibouti. Au tournant du siècle et à la suite des funestes événements que vous savez, la sûreté de l'aviation civile, déjà une préoccupation majeure de la communauté aéronautique internationale, la sûreté donc a pris une toute autre ampleur et les acteurs étatiques ont dû déployer des efforts inédits jusqu'alors pour protéger ce secteur vital et ce secteur d'emploi que représente le transport aérien. S'il y a un domaine qui concentre des enjeux transversaux et qui présente des défis auxquels un État ne peut répondre seul, c'est bien l'aviation. Des matières aussi élémentaires à première vue que les liaisons aériennes, leur fréquence ou la capacité des aéronefs qui assurent la desserte sont régies par des accords bilatéraux. D'où la nécessité impérieuse d'une concertation et d'efforts en commun dans le cadre des institutions spécialisées. Et si j'ose dire, de gré à gré entre... Et opération réussie par les gendarmes, et ce dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Les gendarmes de la brigade des quartiers 3, 4 et 5 sont parvenus à démasquer des malfaiteurs qui plaçaient des marchandises de contrebande dans un dépôt. Ils ont saisi ainsi 7 cartons de cigarettes de marque Benson et Royal qui venaient d'être déchargés. Sur place, le propriétaire des marchandises illicites a été interpellé et placé en garde à vue avant que ces produits ne soient écoulés sur le marché. La totalité des marchandises ayant également été saisies. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Au Nigeria, Boko Haram attaque des villages, tue une quinzaine de personnes. Et je me tourne vers vous, Hussein Aouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir donc Ferdous. Qu'en est-il donc de ce carnage commis par Boko Haram, si l'on peut dire? Oui, donc effectivement Ferdous, c'est des membres présumés des groupes islamistes Boko Haram ont tué au moins donc 15 personnes donc, lors de l'attaque de plusieurs villages du nord-est du Nigeria hier soir, ont déclaré effectivement donc des habitants. Ces villages se trouvent en lisière de la ville de Maiduguri, quartier donc général des opérations militaires pour venir à bout de Boko Haram, bien que le gouvernement donc nigérian affirme depuis la fin 2015 que Boko Haram a été donc pour l'essentiel mis en route, les insurgés restés en mesure de lancer des attaques dans Maiduguri et aux abords, tout comme dans une bonne partie du nord-est du pays. Et cette information, Kim Jong-un, le président nord-coréen, Hussein, sera bientôt apparemment à Séoul. C'est ce qu'a annoncé le président sud-coréen. Oui, donc effectivement, le président Moon, sud-coréen, a annoncé aujourd'hui la visite prochaine du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Séoul, dernier épisode de la détente au cours de la péninsule, malgré l'impasse des négociations sur la dénucléarisation entre le Nord et Washington. Lors de leur 3e sommet en septembre à Pyongyang, les deux dirigeants étaient convenus que M. Kim se rendrait donc à Séoul dans un avenir proche sans précision de date. Lors de leur sommet historique de Singapour en juin, M. Kim et le président américain Donald Trump avaient donc signé une déclaration vague sur la dénucléarisation, mais depuis donc les négociations n'ont guère donc progressé. Les États-Unis ont pointé des efforts internationaux donc menés en 2017 pour faire donc pression sur l'économie nord-coréenne, refusent également un allègement des sanctions tant que le Nord n'aura pas donc procédé à une dénucléarisation finale et entièrement donc vérifiée. Et nous en parlions dans les titres, Hussein, en Indonésie, donc après le crash de l'avion de la compagnie Lion Air avec à son bord 189 personnes, l'une des boîtes noires a été récupérée. Effectivement, donc l'une des boîtes noires de l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmée donc en mer lundi avec 189 personnes à bord a été donc retrouvée, a annoncé donc aujourd'hui le patron du comité national de la sécurité des transports. L'armée indonésienne avait annoncé donc mercredi avoir peut-être localisé l'épave de l'avion
pour récupérer les deux boîtes noires de l'appareil. 1 millier de personnes ont été mobilisées, des hélicoptères et des bateaux aussi. Les Boeing donc 737 Max et 8 de Lions Air entrés en service il y a seulement donc quelques mois a disparu donc en mer de Java lundi. Peu auparavant, l'équipage avait demandé au contrôle aérien donc l'autorisation de revenir à Jakarta, son point de départ. Il avait donc pour destination à Bangkal et donc Bangkok, localité de transit pour les touristes désirés de profiter des plages de l'île donc voisine de Pulutung. Merci Hussein pour tous ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.